Bonjour tout le monde, bon midi. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit l'honorable François-Philippe Champagne, un gars du coin, comme on dirait, un gars du Québec, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. C'est un grand plaisir, Monsieur le ministre, de vous avoir avec nous. Je me posais la réflexion, c'est comme si vous ne cherchez pas les choses simples. Vous avez été ministre du Commerce international quand il fallait réussir à négocier des accords de libre-échange, puis c'était une époque où il fallait gérer aussi le président américain et sa vision des choses. Vous êtes devenu ministre des Affaires étrangères. Bon, vous êtes passé à l'infrastructure, mais vous êtes devenu ministre des Affaires étrangères pendant cette pandémie qui a impliqué énormément de demandes à travers le monde de Canadiens. Il fallait aussi parler à vos collègues de tout le reste du monde. Et là, vous devenez, depuis janvier dernier, ministre des Sciences, de l'Innovation et de l'Industrie, au moment où tout le monde veut parler de relance, tout le monde veut parler d'investissement et de la place de l'innovation dans l'investissement. Donc, je dirais que si vous pensiez que ce serait de tout repos, la prochaine année va être très active. Vous avez déjà commencé. Je prends note que dans les derniers jours, vous êtes allé, avec votre premier ministre, annoncer, entre autres, un investissement massif à Lyon Électrique, une compagnie d'ici à Saint-Jérôme, le 15 mars. Gros investissement dans une entreprise d'innovation. J'imagine que vous allez nous en parler un peu plus tard, mais vous avez aussi annoncé un méga investissement avec Québec pour ce qui est de s'assurer qu'on connecte tous les foyers avec la fibre, avec l'Internet. Donc, encore là, quelque chose qui est important, oui, pour desservir les gens, améliorer leur qualité de vie, mais ça amène la possibilité d'innover partout en utilisant ces réseaux-là. Et on est à quelques semaines, puis je vais vous demander de nous donner des petits secrets, mais d'un budget fédéral, maintenant on sait qu'il va en avoir un. Et on pense que l'innovation doit figurer au cœur de la relance. Et j'imagine que vous en êtes. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Je comprends que c'est votre premier discours d'une série que vous allez faire à travers le Canada. Donc, de commencer à Montréal, ça lance un signal fort. C'est une place d'innovation. Encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. À vous, Monsieur le ministre. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce midi. C'est un grand plaisir. Merci, Michel, d'avoir évoqué que j'ai fait le tour de plusieurs ministères, mais je vous dirais que ça sert aujourd'hui. Alors qu'on est dans une période historique, je pense que d'avoir fait le tour, c'est vrai, ça a commencé, je me rappellerai, avec l'ancien ministre des Finances, alors qu'on faisait les premières consultations budgétaires. Ensuite de ça, le commerce international, à un moment où il fallait bâtir des relations un peu partout, l'infrastructure, les affaires étrangères. Puis maintenant, dans un ministère qui est au cœur de la relance. Alors, merci de l'introduction. Merci aussi du leadership exceptionnel, Michel, de ta part, mais aussi de la Chambre de commerce de Montréal, alors que les entreprises se tournent vers des organisations comme la vôtre pour définir l'avenir ensemble. Alors, je tiens à remercier encore la Chambre de Montréal de m'avoir réinvité parce que c'est un peu un retour à la maison. Je ne sais pas combien de fois je suis venu devant vous, mais c'est un plaisir renouvelé de me retrouver avec vous et surtout de parler un peu des priorités. Comme l'a indiqué Michel, comme nouveau ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie du Canada. Mais avant de débuter, j'aimerais ça quand même remercier et lever mon chapeau à mon prédécesseur, Navdeep Bains, qui a été très actif pendant plusieurs années et qui finalement qui a bâti une fondation solide qui va nous permettre de regarder les prochaines étapes ensemble de cette relance-là économique. Et c'est justement de ça dont je voulais vous parler. D'abord avec une courte allocution pour ensuite pouvoir échanger avec Michel et j'espère ceux qui sont avec nous aujourd'hui sur les enjeux qui vous intéressent. Bon, bien que je sois un peu nouveau dans le portfolio de l'innovation, de la science et de l'industrie, je dis souvent c'est 4 semaines, mais là, mon équipe me rappelle, Monsieur le ministre, ça fait plus que 4 semaines. Mais à la vitesse où on va, des fois, ça me donne l'impression qu'on ne fait que commencer. Mais vous le savez, on a travaillé souvent ensemble à bien des égards, soit lorsque j'étais ministre du Commerce international, parce qu'à ce moment-là, plusieurs entreprises regardaient non seulement vers l'Europe, mais même vers l'Asie avec l'accord transpacifique. Aux infrastructures, je me rappellerai toujours le fameux pont Samuel de Champlain qu'on a inauguré ensemble ici à Montréal, et finalement aux affaires étrangères. Je peux vous dire que j'ai l'impression, en tout cas, que beaucoup de vos membres, cher Michel, ont gardé mon numéro de téléphone en place parce que je reçois beaucoup d'appels et tant mieux parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et comme la plupart d'entre vous le savez, moi j'ai passé les 20 années avant la politique dans le monde des affaires, principalement en Europe, donc 5 ans en Italie, 10 ans en Suisse, les 5 dernières années à Londres. Mais je vous dirais, dans des grandes multinationales, mais où j'ai appris le plus,
c'est vraiment auprès de mon père, un entrepreneur chevronné de chez nous qui m'a donné vraiment cette base-là de comprendre l'entrepreneuriat et ça me sert aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, je vous dirais, pour moi, c'est un peu un retour aux sources d'être avec vous et de pouvoir regarder comment on va faire ensemble et comment, lorsque j'ai eu la chance de diriger d'autres ministères, la façon dont on a travaillé ensemble, je vous dirais, ça va être la même chose. On va travailler main dans la main pour être sûr qu'on puisse travailler à cette relance-là économique. Et je peux vous dire qu'au cours de mes différents mandats, même comme ministre des Affaires étrangères, j'ai souvent eu l'impression de faire partie de votre équipe de vente parce que des gens m'interpellaient pour dire, Monsieur le ministre, travaillons ensemble pour faire rayonner notre entreprise, nos produits, nos services, et évidemment, le talent des gens de chez nous. Alors, vous l'aurez probablement remarqué depuis mon arrivée, mon approche est celle de dire qu'il faut poser des actions stratégiques immédiates avec une vision à long terme. Et c'est vraiment ça, comme Michel l'indiquait plus tôt, qu'on a essayé de faire dès le départ. Des actions stratégiques immédiates avec cette vision-là à long terme pour être sûr qu'on crée les emplois d'aujourd'hui, mais aussi de mettre les bases pour les emplois de demain. Et l'expérience est claire, la relance aura du succès si on va travailler en étroite collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Et ça, je voyais Mme Leroux, qui a présidé notre conseil sur l'industrie, sur la relance industrielle, et en faisait état aujourd'hui, et je m'inscris tout à fait dans sa réflexion. Lorsqu'on regarde ensemble, aujourd'hui, le contexte politico-économique actuel, on constate qu'on fait face à d'énormes défis qui nécessitent, je dirais, des actions ambitieuses, concertées et rapides. C'est le temps de prendre ce que j'ai souvent dit, ce qu'on dit en anglais souvent des battlefield decisions, parce qu'il y a un impératif d'agir, même si au moment où on prend ces décisions-là, on n'a peut-être pas toutes les informations, il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais je pense qu'on l'a vu, les gouvernements qui ont agi durant la dernière année ont eu évidemment des meilleurs résultats, non seulement au niveau de la santé et sécurité des citoyens, mais aussi, je dirais, de la relance économique. C'est clair que si on regarde le monde aujourd'hui, on fait face à deux menaces existentielles. D'abord, la pandémie de COVID-19 d'un côté et l'impact que la COVID a eu sur notre économie, mais aussi une menace tout aussi grande qui est la question des changements climatiques. Et ce qu'on a vu, je pense, ensemble dans la dernière année, c'est que le monde est fragile et résilient. Et moi, ça me fait penser que la science, la technologie et l'innovation vont être au carrefour des grandes solutions pour faire face à ces grands défis-là. Alors, si vous me permettez, commençons avec la pandémie, parce que c'est ce qui nous a occupés et préoccupés pendant une grande partie de la dernière année, et là encore aujourd'hui, malgré qu'on a tourné un coin sur la vaccination. Mais rappelons-nous, il y a un an, notre pays, je dirais même la planète tout entière, a été frappée de la plus grande crise de santé publique depuis un siècle. L'économie mondiale s'est arrêtée soudainement. Je disais souvent que le monde s'est mis sur pause. Et à ce moment-là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi et des dizaines de milliers d'entreprises qui ont connu des difficultés à travers le pays. On a même procédé durant cette période-là, et Michel en faisait état plus tôt, qu'on a fait le plus grand rapatriement de Canadiens et de Canadiennes à l'étranger de l'histoire du Canada. On a fait face à des fermetures d'aéroports, d'espaces aériens, des frontières, du jamais vu. Et c'est vrai qu'on a su, durant cette période-là, travailler ensemble à plusieurs égards. Et il faut se rappeler que ceux qui ont été particulièrement touchés par cette crise-là, c'est qui? C'est les femmes, c'est les personnes qui sont issues de groupes sous-représentés qui ont été affectés de façon disproportionnée. Alors, c'est pour ça que dans cette relance-là, on devra tenir compte. Il y a aussi nos aînés, il y a les jeunes, il y a beaucoup de monde qui ont fait des sacrifices durant cette période-là, particulièrement difficile de notre histoire. Et c'est pourquoi, durant cette période-là, et vous l'avez constaté comme moi, le gouvernement a pris des mesures, je dirais, immédiates et sans précédent pour venir en aide aux Canadiens et aux Canadiennes. On a juste à penser ensemble, surtout quand on est dans le contexte d'une chambre de commerce, du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, la subvention d'urgence pour le loyer, parce qu'à un moment donné, grâce à vos représentations, les gens disaient « Oui, mais c'est bien tout ça, mais on a des coûts fixes auxquels on doit faire face. » Il y a eu la subvention salariale d'urgence du Canada
Et ça a permis de garder les gens dans leur lien d'emploi, quelque chose d'essentiel pour la relance économique. Et finalement, le fonds d'aide de relance régionale qui a été nécessaire, essentiel pour la relance économique de nos régions. Tous ces programmes-là nous ont vraiment aidés à traverser cette période-là difficile et surtout, je le mentionnais plus tôt, à protéger des emplois. Et le mot d'ordre que le premier ministre du Canada a lancé dès le début, c'est que nous serons à vos côtés du début à la fin. Et ça, moi, je pense que ça a permis de donner confiance aux gens à travers le pays, que nous serions là avec eux dans cette période-là sans précédent. Et grâce aux mesures qui ont été mises en place, on a pu récupérer une bonne partie des emplois qui avaient été perdus à cause de la COVID. On regarde environ 40 % plus rapidement que chez nos voisins américains. On commence maintenant, vous l'avez vu, on est ici au Palais des Congrès à Montréal, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On voit les gens se faire vacciner. Et ça, moi, je pense qu'une des grandes réalisations qu'on a su faire, c'est de maintenir les gens dans leur lien d'emploi. C'est ça qui va nous permettre d'avancer rapidement vers la relance économique. Et comme c'est souvent le cas en période de crise, cette crise-là nous a forcés à reconsidérer nos priorités, particulièrement en ce qui a trait à la relance économique. Comment rebâtir ensemble une économie plus verte, une économie plus inclusive, plus résiliente, plus concurrentielle pour assurer, pour maintenir, j'allais dire, les emplois d'aujourd'hui, mais aussi créer les emplois de demain. Et pour moi, j'étais au Forum Force Jeunesse récemment, je disais, il y a une question d'équité intergénérationnelle. Il faut investir aujourd'hui pour préserver ces emplois-là, mais mettre les bases sur les emplois de l'avenir. La bonne nouvelle, moi, je vous dirais, c'est que le Canada, le Québec, Montréal en particulier, sont très bien positionnés pour relever ces grands défis-là. D'abord, le Canada, aux yeux du monde, et je peux vous le dire comme ancien ministre des Affaires étrangères, possède 3 caractéristiques qui sont essentielles pour attirer des investissements. D'abord, la stabilité, la prévisibilité et bien entendu la primauté du droit. Mais en plus, si on regarde depuis 2015, nous avons investi de façon stratégique pour se donner les moyens de nos ambitions. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, l'ambition, de se donner les moyens pour réussir. Nous avons aujourd'hui au Canada une expérience scientifique de classe mondiale dans des domaines comme l'intelligence artificielle, dont Michel, vous connaissez bien parce que vous faites partie des dirigeants de la Supergrappe qu'on a mis ici à Montréal, la génomique et même l'informatique quantique. Et pour vous donner une idée, il y a une semaine, j'annonçais une compagnie de Vancouver, D-Wave, premier ordinateur quantique qui est disponible pour les PME à travers le pays sur une base infonuagique. Imaginez. Et même ça, je peux vous dire, ça va vous faire sourire, Michel, parce que quand j'ai eu l'opportunité de parler avec ma nouvelle collègue, la secrétaire du commerce américain, une des choses qu'elle m'a mentionnées dès le début, c'était de l'intelligence artificielle. C'était Montréal. Parce qu'on s'est taillé une place à l'international où les gens, quand ils pensent Montréal, ils pensent intelligence artificielle, entre autres. Alors ça, pour moi, c'est une base importante sur laquelle on devra travailler ensemble. Et je sais que vous avez tenu un sommet très récemment pour voir comment cette intelligence-là artificielle, ça va pouvoir servir les petites et moyennes entreprises de chez nous dans des applications très précises. Alors, tant mieux, parce qu'on doit continuer d'investir. Deuxièmement, je dirais, grâce à un soutien qui a été ciblé, un soutien industriel, on a renforcé la capacité d'innovation dans des domaines avant-gardistes, comme la fabrication de pointe et les technologies numériques. Mais ce qu'on doit faire davantage, je vous dirais, c'est d'investir pour s'assurer que nos idées, nos innovations soient commercialisées. Et je suis sûr qu'on aura la chance d'en parler parce que l'enjeu de la commercialisation revient bien évidemment. Troisième chose, et vous comprenez comme ancien ministre du Commerce, c'est nos accords commerciaux avec les États-Unis et le Mexique, mais avec l'Europe, avec l'Asie, Pacifique. Aujourd'hui, le Canada, les entrepreneurs, les gens d'affaires ont accès à un marché de 1,3 milliard de consommateurs à travers le monde. Et ça, c'est un avantage incroyable pour le Canada. Je le dis, je le répète souvent, le Canada est le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres. Alors ça nous met aussi comme une plaque tournante du commerce, certainement en Amérique du Nord, et je pense que c'est un des avantages concurrentiels du Canada. Quatrièmement, on peut aussi compter, je dirais, sur ce qui est le plus important,
et bien évidemment, c'est le capital humain. Et le capital humain qui vient chez nous avec des infrastructures de recherche exceptionnelles qui sont reconnues à l'échelle internationale. Et on le sait tous, et je le dis souvent, ce sont les talents qui attirent les investissements. Parce qu'aujourd'hui, le capital est disponible à travers le monde, mais ce qui fait que des entreprises viennent s'installer chez nous, c'est le talent. C'est pour ça que les investissements en formation de la main-d'œuvre sont aussi essentiels. Et c'est certain que ça va faire partie de cette relance-là. On a besoin de garder ce talent-là chez nous et d'en attirer chez nous. Alors, si on regarde au niveau des principales priorités dans cette période-là où le Canada lutte simultanément contre la pandémie du COVID-19, mais aussi les changements climatiques. On le sait, je me répète, la science, la technologie, l'innovation vont être au carrefour des grandes solutions pour vaincre et surmonter les défis à l'échelle planétaire. Alors, pour nous aider à arriver à nos objectifs, ce que je compte faire, c'est d'abord et avant tout de s'assurer qu'on relance le secteur de la biofabrication chez nous, ici au Canada. Et deuxièmement, qu'on prenne un virage vers une économie qui est plus verte. Alors, si on regarde au niveau de la biofabrication, nous sommes en train, je dirais, de renverser un déclin qui dure maintenant depuis quelques 4 décennies. Depuis les années 80, on a vu différentes compagnies pharmaceutiques quitter le Québec, même, j'allais dire, quitter le Canada, pour toutes sortes de raisons. Mais en mars dernier, vous rappellerez, je pense que l'Organisation mondiale de la santé disait que le COVID-19 était une pandémie, c'était le 11 mars 2020. 12 jours après, on mettait déjà 200 millions de dollars pour appuyer la biofabrication chez nous, la recherche clinique, les médicaments thérapeutiques, et dans un espace de 30 jours, on avait rajouté 600 millions de dollars. Donc, c'est près d'1 milliard de dollars qu'on a investi dès le début de la pandémie pour essayer de rebâtir cette capacité-là de biofabrication pour assurer la résilience. Parce que s'il y a une chose qu'on a constatée, et ça me fera plaisir de vous en parler avec les différents ministres à travers le monde, un mot qui ressortait souvent, c'est cette résilience-là. D'assurer que pour peu importe ce qui arrive dans l'avenir, on soit plus résilient, qu'on ramène cette biofabrication-là chez nous, mais aussi en même temps créer un moteur de relance économique. Et cette stratégie-là, je vous dirais, mesdames et messieurs, ça fonctionne et il y a déjà des résultats. D'abord, ici à Montréal, vous avez vu, on a signé avec Novavax, compagnie américaine qui, quand je parlais au PDG, me disait, M. Champagne, nous avons des installations dans 7-8 pays. On a choisi Montréal, on a choisi le Québec, on a choisi le Canada, ici dans nos centres de la rue Royal-Mount, avec le Conseil national de la recherche. Et en même temps, on a su financer Medicago, une entreprise bien de chez nous à Sainte-Foy, qui même récemment annonçait faire la phase 3 des tests cliniques. Donc, moyen terme, on aura aussi, j'espère, un vaccin qui pourrait être fabriqué chez nous. Et on le voit déjà, cette stratégie-là commence à porter ses fruits. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est que le début. Parce que vous avez vu que plus récemment, j'annonçais près de 100 millions de dollars dans des entreprises de chez nous. On pense à CABS, les laboratoires CABS à Saint-Hubert, mais aussi Immune Biosolutions, que vous connaissez probablement à Sherbrooke. Et ce qu'on est en train de faire, je le disais à un ami, je disais on est en train de rebâtir l'écosystème, un investissement à la fois. D'un investissement à l'autre, on est en train de rebâtir. Une fois qu'on a fait la biofabrication, on regarde maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre le changement climatique. Le grand enjeu, je dirais, de notre société. Changement climatique et relance économique. Parce que pour moi, ça va ensemble, ces deux choses-là. On l'a démontré. Parce qu'on le dit, pour nous, le virage vert, c'est une priorité, mais c'est aussi une priorité pour la vaste majorité des Québécois et des Québécoises, et je vous dirais, la vaste majorité des Canadiens à travers le pays. C'est pourquoi on a fait de la lutte au changement climatique un élément central de la relance économique au pays. On le voit de plus en plus, les consommateurs aussi recherchent des produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Alors, sans surprise, et tant mieux, on a vu que les petites, les moyennes et grandes entreprises ont répondu à l'appel. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu de compétitivité. Et nous souhaitons aussi que nos entreprises chez nous, à Montréal, à travers le pays,
puissent se démarquer comme des grands leaders dans ce domaine, alors qu'on sait que c'est un marché qui est en pleine expansion. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le transport électrique, c'est ce qu'on fait dans la mobilité verte et durable, comme en témoigne l'investissement, et Michel en faisait état, l'investissement important, stratégique, qu'on a fait dans Lion Électrique, une entreprise de Saint-Jérôme que tout le monde connaît. Et là, si on s'arrête un moment, qu'est-ce que ça veut dire, cet investissement-là? C'est que Lion sera le tout premier constructeur canadien de véhicules de poids moyen et lourd à se doter d'une installation ultramoderne de fabrication automatisée de batteries. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que les batteries, c'est 40 du coût d'un véhicule électrique en moyenne. Alors, vous voyez déjà qu'en investissant pour avoir une entreprise ou une usine qui est automatisée pour les batteries, bien, on devient plus compétitif et on investit en même temps dans l'avenir. Alors, moi, je le dis souvent, le Canada peut et certainement doit devenir un centre névralgique du virage vert mondial. On a le talent, on a les entreprises, on a les innovations pour le faire, et Lion Électrique, c'est un bel exemple. Et on va continuer, évidemment, parce que ce virage-là, il n'est pas seulement dans l'industrie automobile ou dans la mobilité, bien évidemment. On peut penser de l'agriculture à nos ressources océaniques ou énergétiques, en passant par l'innovation aérospatiale, l'économie digitale. Hein? Quand on est à Montréal, c'est sûr qu'il faut parler d'aérospatiale et d'économie digitale, et aussi la transformation vers une économie plus verte et plus propre qui va, mesdames et messieurs, on l'a vu, toucher tous les secteurs de l'économie, toute l'activité économique. Nous sommes, je disais souvent, à la croisée des chemins et nos investissements d'aujourd'hui vont définir les secteurs d'activité de demain. Par exemple, dans le domaine de l'aérospatial. Alors, si vous regardez le fonds qu'on a mis de l'avant, le fonds sur l'accélérateur Net Zéro, un fonds vert de 3 milliards, bien, ce fonds-là, par exemple, va nous permettre, dans les discussions que j'ai eues avec les acteurs de l'aérospatial ici à Montréal, de regarder non seulement qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire qui va transformer l'industrie. Et ce qu'on regarde qui est en train de transformer l'industrie, c'est évidemment la propulsion hybride. Alors, vous voyez déjà là, non seulement on dit on va investir dans l'aérospatial, mais on est en train de penser qu'on va investir dans quelque chose qui va pérenniser ces emplois-là pour les générations à venir. Et on sait, la filière de l'aérospatiale est importante. Ici, on a tout à Montréal pour ça. Non seulement on fabrique ici le A220 qui est clairement l'avion le plus éco-responsable de sa catégorie, mais on a été aussi, on demeure l'un des 5 pays hôtes d'Airbus. Alors, on a beaucoup d'entreprises chez nous qui nous permettent d'investir dans ce secteur-là et de bâtir le succès de demain. Le fonds va aussi nous permettre de financer la mise en œuvre rapide de projets de décarbonisation chez les grands émetteurs à travers le pays, d'accroître le déploiement des technologies propres et d'accélérer la transformation industrielle. Donc, la mission que je me suis donnée, c'était d'accélérer et d'étendre nos activités d'investissement le plus rapidement possible. Alors, mon message aux entrepreneurs, c'est que vos projets ambitieux vont trouver une oreille attentive. Ce que je dis souvent en anglais au PDG à qui je parle, j'ai dit « think big and think fast » parce qu'on veut agir maintenant, c'est le temps d'investir dans cette relance-là économique. Alors, en conclusion, et j'en ai fait allusion dans mon allocution, le monde traverse présentement une période de réorganisation économique majeure. Certains disent même comparable à la dernière révolution industrielle, alors qu'imaginez la proportion du PIB mondial qui est générée par les pays du G7 a régressé à ce qu'elle était en 1917. Alors, il y a urgence d'agir. Et dans les années 40, un de mes prédécesseurs, CDR, avait travaillé, lui aussi, en étroite collaboration avec le secteur privé pour faire passer le Canada d'un producteur agricole à un exportateur industriel concurrentiel. Et c'est ça la mission qu'on doit se donner. C'est aujourd'hui, on a l'opportunité de transformer ensemble l'économie une fois de plus. Le Canada a vraiment le potentiel de devenir un géant numérique et technologique où la science et l'innovation vont nous permettre d'être un chef de file de ce virage vert qui va être bénéfique aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux exportateurs et à tous ceux qui sont partie prenante de l'activité économique chez nous. Alors, en terminant, je vous dirais, chers amis, saisissons l'opportunité devant nous. Soyons ambitieux, rebâtissons ensemble une économie qui sera tournée vers l'avenir, qui sera plus verte,
plus résiliente, plus inclusive, plus concurrentielle, une économie qui est à notre image. Merci tout le monde et au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Prenez place. On va poursuivre. Merci d'avoir accepté de répondre à des questions. Monsieur le ministre, vous allez comprendre, je fais un petit message d'abord, simplement pour rappeler tout à tout le monde. fait. Vous voyez la verrière derrière, on est au Palais des Congrès. Mon petit message à tout le monde qui nous écoute, c'est préparez-vous, il faut tous qu'on se fasse vacciner. C'est fabuleux de voir les gens ici qui viennent se faire vacciner. C'est très important pour tout le monde. Tout à fait. Je suis allé visiter moi-même et c'est très, très bien organisé. Voilà. Monsieur le ministre, peut-être, je vais vous poser des questions courtes. On va resserrer ça. Première question. La ministre Freeland a annoncé hier son budget qui s'en vient. J'imagine que vous lui avez demandé des choses pour votre ministère. Pas besoin de dévoiler des secrets, mais je vous pose une question. On a eu l'épisode des super grappes où il y a eu un appel à mobilisation dans le Canada. Comptez-vous dans la prochaine année, avec ce qu'il y aura dans le budget, faire un appel à ce type de mobilisation, que les gens se préparent à vous arriver avec des propositions, des projets? Ah ben, je pense que les gens ont déjà préparé leur projet, Michel, parce que j'ai reçu beaucoup d'emails, beaucoup de messages textes de gens qui me disaient les super grappes, ça nous a permis de connecter le secteur privé avec le gouvernement. C'est-à-dire que cette idée-là, puis Mme Leroux en faisait état ce matin, ce partenariat-là, moi, ce que j'aime, c'est que ça crée un écosystème. Puis on le sait, pour réussir aujourd'hui, ça prend cet écosystème-là. Tu sais, quand je parlais que c'est le talent qui attire les investissements, je l'entends tellement des PDG à travers le monde. Vous savez, quand j'attire des investissements chez nous, on me demande toujours, mais est-ce qu'on va avoir les gens pour le réaliser? Parce qu'aujourd'hui, de bâtir une usine, c'est relativement facile. Le capital est là, les techniques sont là. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on va avoir les gens, non seulement pour aujourd'hui, je vous prends un exemple, même avec le COVID, les gens me disaient, si jamais on faisait un vaccin mRNA au Canada, ça pourrait peut-être servir même pour la recherche dans le cancer. Alors, moi, ce que je vous dis, définitivement, vous pouvez comprendre que j'ai demandé à ma collègue de se pencher sur cette question-là parce que c'est un modèle, vous l'avez démontré ici à Montréal, en intelligence artificielle. Je l'ai dit tantôt, c'est pas rien. L'exemple que la secrétaire, sans révéler des secrets d'État, mais l'exemple que la secrétaire d'État au commerce américaine mentionnait, elle m'a dit, vous avez une longueur d'avance en intelligence artificielle, puis elle va parler de Montréal. C'est quand même, dans le premier appel qu'on fait, qu'on voit déjà que Montréal, le Québec, le Canada se démarquent. Et pourquoi? Pour l'intelligence artificielle, alors que, comme vous le savez, Michel, puis vous l'avez démontré, ça va transformer à plusieurs égards tout ce qui se fait chez nous. Puis évidemment, vous avez fait, je pense que c'est un symposium pour aider nos PME. Donc, définitivement, puis je suis content de voir que ce soit au niveau des océans, que ce soit au niveau de l'économie numérique, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, la photonique, on a une longueur d'avance. Et ça, bien, il faut le préserver parce que pour moi, c'est ça la question d'équité intergénérationnelle, c'est investir aujourd'hui, mais en ayant le long terme pour être sûr que nos jeunes aussi puissent prendre leur place dans cette économie-là. Monsieur le ministre, on se connaît. On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Puis, je sais, vous aimez ça, prendre des décisions. J'ai bien aimé votre expression que je traduirais par des décisions de champ de bataille. C'est des décisions où c'est urgent, on est dans le champ de bataille, c'est essentiel, il faut agir. Puis, il y a de l'incertitude, il y a du brouillard. Je vous ai parlé d'un appel à projet éventuel, mais parlons d'un projet, là, ça fait des mois qu'on se dit, il faut qu'on bouge sur l'aéronautique. Il faut qu'on bouge parce qu'on est en pandémie, l'aéronautique souffre, on a besoin de signaux. Vous l'avez évoqué. Je vous dirais, êtes-vous prête à le dire? On investit massivement dans l'aéronautique pour l'avion vert ou les matériaux verts. On va de l'avant, puis que tout le monde sente que la décision, elle est déjà prise. Des fois, j'aimerais que vous ayez tous accès à mes textos parce que vous verriez à quelle vitesse on est en train d'avancer. Il y a des discussions très avancées parce que... Puis il faut faire une distinction. Moi, j'en profite parce que là, on est ensemble. Il y a les compagnies aériennes d'un côté, et ça, ma collègue, la ministre des Finances, est en train de regarder comment on peut faire. Puis ça inclut différentes choses, le remboursement des billets, ça inclut les routes régionales, et il y a l'industrie de l'aérospatiale. Quand on parle de l'industrie de l'aérospatiale, M. Leblanc, je pense que si vous parlez aux acteurs, ils vont vous dire on n'a jamais parlé aussi souvent que ça à Champagne de ce temps-ci. Il y a des discussions avancées, mais ce que je trouve encore plus intéressant, sans dévoiler des grands secrets, c'est qu'on n'est pas à regarder, on peut-tu rajouter quelques mille pieds carrés à une usine? On est en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui va transformer l'industrie pour les 3 prochaines décennies. C'est ça qu'on est en train de se dire. Et ça, pour moi, c'est là quand je vous parle de propulsion hybride. Là, on est en train de se dire, c'est quoi l'avion du futur? Puis ça touche des petites et moyennes entreprises, ça touche des grands groupes aussi. Il y a des choses structurelles qu'on doit faire.
Mais il y a ces investissements-là, puis je peux vous dire que les discussions sont bien avancées. Les joueurs, Aéro Montréal, entre autres, avec qui j'ai parlé plusieurs fois. Mais ce qui est fascinant, là, c'est que les gens sont vraiment à dire, OK, moi, ce que je veux assurer, là, c'est pas un mandat pour 5 ans. Ce que je leur dis, c'est arrivez-moi avec des projets où on va avoir un mandat sur 30 ans. Okay. Et c'est ça qui va nous permettre de j'allais dire, sécuriser l'écosystème pour les prochaines générations. Les emplois qui ont été perdus chez Bombardier, moi, ces gens-là, là, écoutez, je me bats tous les jours pour essayer de leur trouver leur prochain emploi dans l'industrie. Et il y a des discussions qui avancent. Évidemment, ça dépend des partenaires parce que, comme on dit toujours, nous, ce qu'on fait comme gouvernement, c'est de créer l'environnement. Mais c'est les partenaires, évidemment, qui créent les emplois. Mais je peux vous dire que c'est clair qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Et j'espère revenir, si vous m'invitez encore une autre fois, M. Leblanc. Quand ça sera annoncé, on pourra en parler même plus en détail. Monsieur le ministre, vous avez presque une carte chouchou, là. Donc, quand vous voulez venir, on se rencontre puis on en parle. Je vais vous amener sur le terrain des sciences de la vie. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai travaillé il y a plus que 10 ans maintenant à mettre sur pied la grappe des sciences de la vie. Donc, j'ai vu comment ça a évolué et on a vu un effritement. On a vu un effritement des capacités d'investissement, des installations. Vous l'avez dit, on veut renverser cette tendance-là. Or, c'est un milieu qui, depuis des années, disait au Canada, on a des enjeux. On a un enjeu parce que la protection des brevets est peut-être pas toujours aussi solide qu'on le voudrait ou aussi longue qu'on le voudrait. On a un enjeu sur la fixation des prix. Il y a une volonté au Canada, souvent, on veut payer pas cher. Mais ces gens-là se préoccupent du prix où ils vont pouvoir vendre. Puis des fois, c'est même l'accès au marché. Est-ce qu'on reconnaît leurs nouveaux médicaments? Alors, ma question, c'est pas de dire quelles sont les micro-décisions, mais est-ce qu'on rentre dans une nouvelle ère où on va travailler différemment avec les grands groupes pharmaceutiques, les grands groupes de recherche, pour qu'ils investissent, et pas juste l'argent, mais aussi tout l'environnement pour ces entreprises-là? Oui, écoutez, moi, j'ai pris contact avec à peu près tous les CEO des compagnies pharmaceutiques, samedi, dimanche inclus. Hein. Ma conjointe me dit pas avant 6 heures le matin, pas après 11 heures le soir. Mais après ça, j'ai le droit dans ces plages-là. Et je vous dirais qu'on a vraiment établi des liens. Moi, je leur dis souvent, écoutez, il y a deux choses. On est dans une urgence sanitaire. Alors, c'est sûr que je cherche des actions immédiates stratégiques maintenant, avec une vision à long terme. Parce que je comprends qu'il y a des enjeux que vous avez évoqués, la protection de la propriété intellectuelle et autres. Et moi, ça me fait plaisir de discuter de ces enjeux-là parce que je sais qu'ils sont structurants dans la mesure où ces groupes-là voudraient revenir. Par contre, je vous dirais, je suis aussi encouragé par... Je prends un Novavax. Moi, je parle au PDG aux États-Unis, puis il me dit, « Monsieur Champagne, moi, je produis dans 7-8 pays. J'ai choisi le Canada, j'ai choisi le Québec, j'ai choisi Montréal. » J'ai choisi. J'ai choisi. C'est différent de dire... On avait à peine commencé à parler, dis-moi, je vous ai choisi. Et ça, pour moi, ça veut dire que les gens réalisent que l'écosystème est ici. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup à rebâtir définitivement? Comme vous savez, M. Leblanc, je le disais, moi, je prends une situation qui a commencé il y a 40 ans, puis ça fait 4 semaines. Fait que c'est sûr qu'en 4 semaines, on met... Puis ça a commencé bien avant moi aussi, parce que quand on a mis 1 milliard d'investissements, tu sais, prenez Medicago, on a mis 173 millions derrière une usine de fabrication à Sainte-Foy, qui, je pense, là on est rendu en phase 3 des tests cliniques, risque d'être le premier vaccin canadien s'il est autorisé. Alors oui, il y a eu des investissements, il y en a ici à Montréal, et moi je dis je le rebâtis d'un investissement à l'autre. Parce que c'est clair, quand on commence, vous savez, ma feuille était pas blanche, mais puis aujourd'hui, ce qui différencie, c'est pas l'argent. Parce que dans une pandémie comme ça, tous les pays du G7, les pays de l'OCDE sont prêts à accueillir ces compagnies-là. Alors, il faut faire usage d'astuces. Il faut parler de talent, il faut parler... Moi, souvent, je dis, écoutez, un des avantages, vous allez rire, c'est que je dis, venez chez nous parce que le Canada, c'est la plus petite population du G7, 38 millions. Une fois que vous aurez satisfait nos besoins domestiques, vous pourrez exporter à travers le monde, vous n'aurez pas d'enjeu. Parce qu'une des grandes choses qu'on a vues, qui préoccupe beaucoup les CEO, c'est, moi je l'avais vu comme ministre des Affaires étrangères, c'est que les chaînes d'approvisionnement globales se régionalisent. On met plus d'emphase sur la résilience que l'efficacité. Et ce que d'eux m'ont dit, puis ça va vous faire sourire, ils me disaient « Canada is a safe bet ». Et ça, pour moi, ça en dit long. Ça veut dire que les gens qui sont en train de voir ce qui se passe à travers le monde disent « Vous savez, finalement, si je vais au Canada, il y a le talent, il y a l'écosystème, il y a beaucoup à rebâtir, j'en conviens, mais les discussions qu'on a sont encourageantes. Alors qu'on compétitionne, je vous dirais, avec à peu près tous les pays sur la planète qui, eux aussi, voudraient avoir des entreprises qui viennent s'installer. » Vous l'avez dit, l'argent, présentement, il y en a, mais
Je veux vous amener sur le terrain de l'argent risqué, le capital de risque. On le sait, c'est un des éléments essentiels. Puis à Montréal, on a un écosystème de capital de risque bien développé. Puis il existe le concept des fonds de fonds. On investit dans des fonds qui vont attirer des co-investissements dans des fonds de capitaux de risque, puis ça fait un effet multiplicateur. Donc, ça marche par ronde. Là, je veux vous amener sur les fonds de fonds me disent, Michel, on arrive aux limites de ce qu'on avait. Ça va prendre un nouvel engagement gouvernemental pour soutenir l'écosystème. Comment vous abordez ça, cette question du capital de risque et du réinvestissement dans l'écosystème du capital de risque? Bien, écoutez, moi, vous ne serez pas surpris. Je pense que c'est la caisse de dépôt qu'on a derrière nous. J'ai déjà parlé à Charles Lebon en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Moi, mon message, puis vous l'avez vu là, récemment avec les investissements qu'on a faits avec nos partenaires de Québec, c'est de dire, moi, c'est souvent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que, d'abord, nous, ce qu'on déploie, c'est des fonds publics. Alors, moi, ce que je dis, c'est si je deviens partenaire dans une transaction, qui je peux amener pour créer cet effet-là de synergie? Parce que je sais que quand nous, on embarque, par exemple, avec le gouvernement du Québec, Investissement Québec, la Caisse de dépôt ou autre, on crée un effet de synergie. Alors là, c'est plus facile pour ces compagnies-là d'aller se financer, par exemple, sur des marchés canadiens ou voire des marchés internationaux. Et c'est clair qu'on doit faire plus, parce que moi, je suis très consciente, c'est la vallée de la mort, la commercialisation, on l'entend, puis Dieu sait qu'on l'entend, ça fait longtemps. Hein? Moi, j'ai 50 ans, puis il me semble quand j'avais 20 ans, on parlait déjà de l'enjeu de la commercialisation. Mais l'idée, c'est de se donner des outils. Je vous donne un exemple précis. Quand on a réinvesti dans la technologie de développement durable du Canada, on a remis 750 millions, près d'1 milliard. Bien ça donne un coup de pouce. Moi, je pense, c'est quoi, 4500 entreprises à peu près au pays qui bénéficient de ce coup de pouce-là parce que souvent, ce qu'on a besoin, c'est le premier client. Hein? C'est d'arriver à trouver, d'abord, passer d'une idée à un produit, d'un produit à un client. Et on est en train de faire ça, et moi, j'en fais un appel à tout le monde. J'ai parlé au Fonds de solidarité de la FTQ, je pense, la semaine dernière. Je leur lançais le même message, puis je le lance à tout le monde. J'ai parlé à peu près tous les fonds au Canada. C'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi, je leur dis souvent, donnez-moi votre shortlist, puis moi, je vais voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire, surtout quand on parle de transformer une industrie. Parce que, tu sais, on a vu, là, il y a des projets, là, Lyon, c'est un bel exemple. Là, tu transformes l'industrie. Et c'est ça que je voudrais faire avec eux. Je fais juste dire pour vos collègues qui nous écoutent, là, à Montréal, je suis attentivement là, tout ce qui se passe avec Terralis. Et oui. Terralis, c'est un fonds de fonds. Et je vous dis, je regardais les effets de levier sur les sommes qu'on y investit. J'étais impressionné. Je trouve que c'est extrêmement performant. Alors, je voulais juste vous dire, dans l'écosystème, j'étais un œil là-dessus. Vous savez que M. Bisson fait partie de notre comité aviseur qui est chez Terralis parce que, ben oui, puis moi, je dis souvent, ces décisions-là qu'on a prises, je vous le disais, dans la complexité, la fameuse des décisions de champ de bataille, mais la plupart des décisions qui ont été prises dans des décisions qui concernent la santé publique, c'est avec des scientifiques, c'est avec des gens du domaine. Parce qu'évidemment, on s'est retrouvés à prendre des décisions importantes, mais les décisions scientifiques nous ont menés vers la bonne voie. Puis on le voit dans le monde, les pays qui ont suivi la science ont des meilleurs résultats. Vous avez abordé tantôt, j'étais très heureux de vous entendre, l'effet qu'ont eu les super grappes, hein, et évidemment sur l'intelligence artificielle. Je porte à votre attention que c'était un programme avec une durée déterminée. On approche il va rester 2 ans. 2 ans, ça peut paraître long, mais quand on fait des investissements de cette nature-là, des fois, on aime ça voir venir. Je vous dirais, comment vous abordez la suite des choses? Est-ce qu'on va construire sur cet écosystème des super grappes à long terme? Vous parliez tantôt de 30 ans pour l'aéronautique. J'aimerais ça vous entendre dire, et on est pour 30 ans dans l'intelligence artificielle sur Montréal. Bien, ça regarde bien. Moi, je pense, vous savez, au début de ma carrière, je me rappelle, j'étais avec des collègues en Asie, puis je me rappelle, on présentait notre plan stratégique au marché, c'était toujours 1 an, 2 ans, 5 ans. Et je me rappelle d'être allé en Asie où mes collègues disaient, moi, je leur avais présenté 5 ans, puis ils m'ont dit, bien, écoutez, on va vous présenter notre plan sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors, j'ai appris dans mon jeune âge que si on veut avoir un impact réel, il faut regarder clairement, surtout dans un domaine comme l'intelligence artificielle. On peut pas investir quelques années puis penser qu'on va transformer le monde. L'intelligence artificielle, c'est là pour rester. Et comme je vous dis, tant mieux, Montréal, Toronto, on s'est positionné. Vous savez, quand j'ai des acteurs internationaux qui me pointent l'intelligence artificielle parmi tout, ça prouve à quel point le travail qui a été fait ici par vous, par d'autres, qu'on a un écosystème fort. Et ça, dans un monde qui est de plus en plus compétitif, bien, c'est sûr que c'est un avantage comparatif qu'on doit miser. Donc, certainement, vous savez où est mon cœur, sans vous donner des secrets d'État, mais vous voyez où est mon cœur.
C'est parfait. L'émotion, c'est important. Monsieur le ministre, vous avez abordé un sujet qui est sur tous les appels que moi je reçois. Moi, j'essaie de réduire un peu plus la période que vous, mais j'en reçois beaucoup. Et c'est l'enjeu de la main-d'œuvre. Évidemment, on a eu une pandémie, il y a eu du chômage pandémique, mais on le voit clairement, là, on retrouve des situations de pénurie très rapidement. Et là, donc, on m'appelle en disant, Michel, il faut faire une offensive tout azimut sur la formation, peut-être la requalification, mais on parle beaucoup d'immigration. Il y a l'immigration permanente, et là, on est en discussion avec le gouvernement du Québec. On veut qu'il rehausse les seuils très rapidement. Mais il y a l'immigration temporaire, les travailleurs temporaires. Et ça, c'est un levier que vous contrôlez au fédéral. Comment vous voyez la chose? Êtes-vous prête à dire on va faire une offensive majeure dans la prochaine année pour rehausser, ouvrir les portes pour tout ce qui va être nécessaire en termes de travailleurs temporaires, des immigrants temporaires, parce qu'on va en avoir besoin? Bien, c'est sûr que la pénurie de la main-d'œuvre, c'est un enjeu important. Vous savez, moi, je suis un gars des régions, la Mauricie. Il n'y a pas un entrepreneur qui ne me parle pas. Souvent, c'est plus le capital maintenant. Vous savez, moi, quand j'ai commencé plus jeune, c'était la pénurie d'emploi. Maintenant, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Vous voyez, qu'en une génération, ça a complètement changé le portrait économique qu'on a. Quand je suis sorti, on se demandait, on va-tu trouver un emploi? Puis là, c'est on va-tu trouver des travailleurs? Alors, c'est vraiment impressionnant ce qui est arrivé. Mais oui, c'est une des solutions. C'est sûr qu'on regarde ça parce que je pense dans le domaine agricole en particulier, c'est un enjeu parce que quelqu'un me disait ça ne peut pas attendre. Il y a des secteurs de l'économie où on doit agir. Il y a des discussions avec nos partenaires de Québec. Je pense qu'on est tous à réaliser que ça devient même un frein, et c'est malheureux à dire, ça devient même un frein à la croissance. Parce que moi, je le dis, puis je le répète souvent, c'est les talents qui attirent les investissements. Alors, de surcroît, la main-d'œuvre. Parce que je peux vous dire, dans des discussions que j'ai eues avec des grands groupes, les gens disent « Oui, on voudrait venir chez vous, mais est-ce qu'on a les 400, 500 employés qu'on peut trouver ou voir pour se développer? » Et non seulement à court terme, mais à moyen et long terme. Alors, c'est clair qu'il faut regarder tout. Il y a une question de formation de main-d'œuvre aussi. Il y a des gens qui disaient, il y a des gens qui vont peut-être transitionner. Tu sais, on voit que les entreprises québécoises, canadiennes, il y a un autre aspect qui s'appelle la digitalisation. On est en train de rendre tout ce qui était analogue digital. Ça aussi, ça veut dire que tout le monde a besoin. Quand vous allez dans une usine aujourd'hui, même si c'est des gens qui coupent du métal, vous allez voir que ça prend plus de connaissances que bien des gens peuvent imaginer. Alors, c'est clair que nous, on a un devoir de formation pour rester, j'allais dire, compétitif et certainement d'avoir des travailleurs temporaires. C'est une partie de la solution, mais vous avez raison, il faut le regarder parce que c'est malheureux qu'on soit rendu à penser que ça pourrait être un frein à la croissance alors qu'on cherche cette croissance-là un peu partout. Ouais. Monsieur le ministre, je vais vous amener sur un terrain, j'imagine que vous l'avez toujours en tête, puis c'est le lien entre cette science qu'on développe ici et l'international. Et dans l'international, il y a des réalités qui ont émergé avec le temps. D'abord, on a vu présentement, et vous l'avez évoqué, des pays qui se disent, moi, je vais avoir une approche mon pays d'abord, pour paraphraser quelqu'un d'autre. Donc, ça peut poser la question, comment on va collaborer? Puis vous avez aussi la réalité avec la Chine, qui est tendue. Et la Chine, ça a été un partenaire qu'on a beaucoup voulu solliciter là, pour faire des collaborations. Comment vous voyez la recherche internationale, puis comment on va se positionner, nous? Est-ce qu'on va avoir des blocs avec lesquels on travaille plus, des pays avec lesquels on va signer des ententes beaucoup plus collaboratives au niveau de la recherche, du développement, de l'innovation? Comment vous abordez ça? Bien, je suis content que vous posiez la question parce qu'hier, je parlais justement avec les recteurs, rectrices des grandes universités canadiennes, polytechniques aussi. C'est clair que le monde est en pleine transformation. Hein? On n'a pas besoin de se le répéter, là, on l'a tous vu. C'est clair aussi, moi je peux vous dire comme ancien ministre des Affaires étrangères, puis maintenant responsable de l'industrie, que les pays qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes, ont une volonté de se rapprocher. Hein? Dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, la montée de l'autoritarisme dans plusieurs endroits, on l'a vu, et ça nous fait repenser. Tu sais, quand on pense à résilience, là, on va vers nos alliés les plus proches. C'est sûr que ce qu'on appelle le Five Eyes, les 5 partenaires stratégiques, donc les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il y a aussi les partenaires du G7. Moi, je peux vous dire que quand je regardais, je suis en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer même certains partenariats en sciences, en technologie, en innovation entre les pays du G7. Parce qu'il y a une certaine dichotomie, il y en a qui ont appelé une dichotomie temporaire, permanente au niveau de l'économie, des technologies. Mais moi, je pense où on peut faire une grande différence. Et c'est pourquoi c'est important, nous autres, d'être en avant, c'est au niveau des standards.
Parce que si on arrive à développer les standards avec nos partenaires, je dirais, européens, vous l'avez vu, moi, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, on travaillait main dans la main avec nos collègues britanniques, nos collègues européens, parce que là, je pense que tout le monde est en train de constater ce qu'on a dû constater comme Canadiens. Vous avez évoqué la Chine, on l'a vu avec Michael Kovrig et Michael Spavor. On voit, puis moi, ce qu'on a réussi à faire durant cette période-là, c'est que le monde ne les voit pas seulement comme deux Canadiens, mais comme deux citoyens de démocratie libérale. Et ça inquiète. Les yeux sont tournés vers Pékin en disant, on a vu complète absence de transparence. Ça préoccupe les gens, la détention arbitraire, à juste titre. Moi, je pense que vous allez voir de plus en plus des partenariats. Moi, j'essaie de le faire avec des pays nordiques, j'essaie de le faire avec la Suisse durant cette crise-là au niveau des vaccins. Il y a un réalignement, moi, je vous dirais. Et tant mieux. Si je prends, par exemple, le partenariat transpacifique, écoutez, des fois, je regarde puis je me dis, on a-tu bien fait de l'avoir signé? Parce qu'aujourd'hui, le Canada a une place privilégiée. Imaginez le Canada dans les pays du partenariat transpacifique. C'est la deuxième plus grande économie après le Japon. Y a-t-il une place où on est deuxième en Asie? Trouvez-moi une place où le Canada est deuxième. Bien, dans l'accord transpacifique, le Canada est la deuxième plus grande économie dans ce partenariat-là qui est stratégique en Asie. Alors, oui, c'est comme ça. Puis moi, c'est avec des alliances qu'on peut faire la différence. Puis oui, au niveau technologique et de la science. Toujours un peu dans le même angle. Vous venez de Shawinigan, il y avait un autre petit gars de Shawinigan. Et ce que cet autre petit gars de Shawinigan avait fait, c'est des missions Canada. Et amenait donc à l'international des entreprises d'ici. Puis l'objectif, c'était de créer des effets de groupe pour accélérer des discussions vers des partenariats. Vous dirigez maintenant un ministère qui a beaucoup d'entreprises, en fait, qui représente beaucoup de secteurs innovants. Je vais évoquer, par exemple, ce qui se passe en Allemagne. À chaque année, il y a une foire commerciale qui s'appelle Hannover Messe. Du Québec, on y va massif. Montréal, on y va massif. On a pris cette habitude. Et moi, je remarquais que le Canada n'était pas présent comme entité canadienne. Fait que je vous pose la question, dans votre vision de développer ces collaborations, peut-être avec des zones où il y a des atomes crochus, est-ce que vous allez prendre le bâton de pèlerin, dire on part ensemble, on s'en va là-bas, puis on développe nos relations? Comment vous abordez ça, l'international et votre mandat? Bien, c'est sûr, vous évoquez quelque chose. J'ai manqué de temps, M. Leblanc. Vous savez, en politique, on sait une chose, il y a un début, mais je peux vous dire qu'on sait, quand on a fait 4 ministères, on sait qu'il y a une fin. Alors, j'ai manqué de temps parce que vous avez raison, les missions commerciales, moi, j'y vois. On en a fait quelques-unes, peut-être pas de la même ampleur qui avait été faite à l'époque, mais moi, j'y vois un intérêt fondamental. Puis on a dit, les investisseurs choisissent d'abord. Vous savez, quand on regarde, là, les investisseurs choisissent une région du monde. Là, ils disent l'Amérique du Nord. Puis là, ils se disent, OK, bien, États-Unis ou Canada. Une fois qu'ils ont fait ça, dépendant si vous êtes dans des ressources naturelles, évidemment, vous allez où il y a un gisement. Mais sinon, après ça, c'est l'écosystème. Les gens disent, est-ce que je vais plutôt du côté de Montréal, Vancouver, du côté de Calgary, Toronto? Et là, il y a des différences régionales. Puis, je pense que c'est là qu'on peut faire équipe. Moi, vous savez, j'ai créé Investir au Canada lorsque j'étais ministre parce que je savais que la bannière canadienne était une belle façon d'attirer les gens. Puis ensuite de ça, de laisser que ce soit Montréal, puis moi, je le dis souvent, les villes attirent. Parce que quand on parle d'un pays, on connaît moins souvent des fois les régions administratives, mais on connaît les grandes villes. Alors, les villes, pour moi, ont toute leur place. C'est pour ça, quand on l'a créé, moi, je disais, mettez le drapeau canadien, parce que ça situe les gens. Ils disent, OK, c'est en Amérique du Nord. Après ça, les gens, ils regardent les différentes villes, ils disent, OK, Montréal, oui, je sais à peu près c'est où, marché nord-américain, New York, East Coast, les gens se situent à peu près comme ça. Et je pense qu'il y a toute une place pour faire ça. Moi, j'ai adoré les faire, puis c'est sûr, comme ministre de l'Industrie, le jour où on n'aura pas besoin de masque, peut-être pour voyager ou se déplacer, où ça sera possible, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais regarder avec vous. Écoutez, d'un point de vue de la Chambre de commerce, je vous le dis, on va collaborer du mieux qu'on peut. Notre objectif, c'est toujours d'internationaliser notre base d'affaires et notamment nos entreprises innovantes. Monsieur le ministre, il me reste du temps pour une dernière question. Elle va être champ gauche, mais vous êtes un ministre du Québec. On a un port à Montréal, puis on a un milieu des affaires qui est très inquiet et qui dit il faut qu'on obtienne une garantie qu'il n'y aura pas d'arrêt de travail dans le port. Comment vous voyez présentement le rôle du gouvernement fédéral vis-à-vis de cette négociation-là qui dure et qui s'éternise? Bon, on est préoccupé parce que le port de Montréal, vous savez, ben d'abord, le Saint-Laurent, c'est l'artère névralgique de l'Amérique du Nord. Hein? C'est là que les produits, puis c'est beaucoup de PME, c'est beaucoup de grandes entreprises. Et moi, je me dis, les mandats qu'on a à Montréal, il faut faire attention de ne pas les perdre, parce qu'une fois qu'ils partent, ils ne reviennent pas facilement. Alors,
Je suis encouragé parce que j'entends de la partie patronale et syndicale. Les gens se parlent. Alors, dès qu'il y a un dialogue, il y a une opportunité de règlement. Puis c'est ça qu'on doit favoriser tout le monde. Mais c'est clair que le port de Montréal, le Saint-Laurent, c'est cette artère-là névralgique. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, moi, j'ai confiance à ceux qui mènent les négociations, mais on suit ça de très, très près. Parfait. En fait, j'apprécie que vous ayez confiance, mais le message qu'on vous lance, c'est si ça ne marche pas, les négociations, il va falloir intervenir parce que ça serait tellement dommageable dans cette période de relance qui est quand même encore fragile que ça se produise. Monsieur le ministre, c'est un véritable plaisir. J'adore que vous répondiez clairement à des questions claires. C'est un grand plaisir. Alors, quand vous voulez, je vous l'ai dit, vous avez une carte chouchou, vous revenez puis on parle la suite des choses. À bientôt tout le monde. J'attire votre attention. Dans quelques jours, on a un forum sur la diversité entrepreneuriale avec plein de gens qui sont derrière ces efforts où on veut de la diversité qui entreprend, on veut faciliter les conditions. Donc, on va en discuter. Et c'est ce vendredi. Et aussi, à la fin, je recevrai le ministre Éric Girard, ministre des Finances du Québec, qui va avoir présenté la veille son budget et qui va venir à notre tribune présenter son budget et qui a accepté de répondre à des questions que je pourrais lui poser à cette occasion. Donc, c'est un rendez-vous, c'est vendredi, ça commence le matin avec le forum et ça se conclut sur l'heure du lunch avec cet entretien avec le ministre Girard. Encore une fois, M. Champagne, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous durant l'heure du dîner. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé.